Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première conférence des Jeudis Santé du réseau CESPA pour l'année 2022. Cette année, on a changé un petit peu la formule. On va expérimenter. On verra si ça tient la route et on continuera sur cette voie-là. Donc, dorénavant, les conférences du réseau CESPA des Jeudis Santé seront diffusées sur YouTube. Donc, il y aura un pré-enregistrement et après ça, on mettra en ligne les conférences. Ce soir, le thème de la conférence, c'est le jeûne, mythe ou réalité, pour un mieux-être physique et mental. Ce sera la première partie parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder toutes les facettes de ce problématique-là qui est le jeûne quasiment. Okay. La formule également qu'on a adoptée, au lieu d'avoir une période de questions, on aura une période de débat et on aura toujours un invité de marque, en particulier à chaque fois, qui va, en d'autres mots, partager son point de vue sur le thème qui serait abordé. Donc aujourd'hui, ça va être sur le jeûne. Et ce soir, on a quasiment le privilège, que je dirais, parce qu'il a dû faire des sacrifices pour venir, pour nous céder ces quelques heures. Donc on aura le plaisir d'accueillir le docteur Dieudonné, Jean-Baptiste, qui est le PDG, le directeur et le fondateur du centre et de la clinique PHI. Et donc, bientôt, il sera avec nous à l'antenne lors de la période de débat. Et par contre, pour les questions, les gens pourront toujours envoyer leurs questions à info@clubsanté.org et on pourra y répondre en temps et lieu. Et j'aimerais également profiter pour dire que si on peut continuer à offrir ces conférences au grand public sans frais, c'est à cause et c'est grâce à nos commentaires. Donc aujourd'hui, la conférence Le Jeûne est parrainée par le centre PHI et qui est un centre, comme vous savez, une clinique qui est en approche intégrée en santé et en médecine fonctionnelle et qui préconise un peu la pratique du jeûne. Et c'est la raison pour laquelle on a invité le Dr Dieudonné pour partager avec nous la présentation. Cela étant dit, bonne écoute, je vais essayer d'être le plus explicite et clair possible. Pour ceux qui n'aiment pas ma voix, vous aurez un support visuel. Donc, vous pourriez lire, vous pourriez même arrêter de m'entendre et lire tout simplement la présentation audiovisuelle, audiovisuelle, donc vous pourrez faire le choix que vous voulez. Donc, en guise d'introduction, le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeûne a gagné en popularité à travers le monde. En d'autres mots, se priver de nourriture pour quelques jours, quelques semaines, est pour certaines personnes et certains cliniciens la recette miracle pour perdre du poids, maintenir nos facultés cognitives, renforcer notre système immunitaire, prévenir l'Alzheimer et autres maladies dégénératives, diminuer l'inflammation et les risques de maladies cardiovasculaires, lutter contre le diabète de type 2, optimiser les traitements de chimiothérapie, etc. Mais qu'en est-il vraiment de toutes ces allégations et affirmations? Repose-t-elle sur des données probantes, scientifiquement démontrées,
ou s'agit tout simplement d'allégations non fondées. Commençons par un peu d'histoire. La pratique du jeûne a traversé l'histoire de l'humanité, qu'il s'agisse d'une nécessité pour survivre, cela grâce aux réserves énergétiques stockées sous forme de graisse, des sages de l'Antiquité en passant par des prophètes ou encore des saints ont en général pratiqué le jeûne. Parallèlement, les différentes religions ont exigé ou incité leurs fidèles à cette pratique. Il en est de même des différentes formes de médecine traditionnelle, comme celle de l'Inde et de la Chine. Prenons d'abord le jeûne par rapport aux religions. La pratique du jeûne a traversé les continents par les multiples traditions, religions et autres formes de spiritualité et de rituels initiatiques. Si je prends l'exemple de l'hindouisme, la pratique du jeûne vise à conduire les pratiquants à se détourner des aliments afin de pouvoir mieux se nourrir des pensées divines. Le bouddhisme, qui n'est pas pour parler une religion, mais beaucoup plus, je dirais, un courant philosophique, et propose deux outils pour pouvoir atteindre ce que les autres appellent l'illumination et se délivrer du cycle de réincarnation et de souffrance sur la terre. Il s'agit de la méditation et du jeûne. Il en est de même pour des religions monothéistes, donc qui croient seulement en un seul Dieu. Donc, je fais référence au judaïsme, ou qui ont le jeûne du Yom Kippour, le jour du grand pardon des péchés, qui comprend 24 heures sans nourriture et sans eau, est associé à d'autres privations. Les chrétiens, eux, ont hérité de la tradition hébraïque du jeûne. Par exemple, comme on le sait, c'est Jésus, avant de débuter son ministère, a fait 40 jours de jeûne. Chez les chrétiens orthodoxes, le jeûne est une composante importante de la spiritualité. Il passe par la réduction des quantités alimentaires, l'exclusion des produits animaux, l'abstention de relations sexuelles, la limite des divertissements, etc. Pour l'islam, l'histoire se répète avec le prophète Mahomet. C'est durant le mois de Ramadan, qui deviendra le mois du jeûne, que les révélations coraniques lui furent accordées dans la grotte de Hira aux alentours de les années 610. Enfin, dans le soufisme, qui est considéré comme le cœur spirituel de l'islam, le jeûne est abordé d'un point de vue plus exotérique ou plus initiatique. Bon, maintenant, le jeûne et les médecines traditionnelles. Comme on a dit, c'est en Inde qu'on retrouve la plus des anciennes des médecines qu'on appelle, nous, et traditionnelles, qui est l'ayurvédique. La médecine ayurvédique, en d'autres mots, est pratiquée aux Indes depuis la nuit des temps. Selon le calendrier de la tradition védique en Inde, il y a 2 jours par mois qui devaient être consacrés au jeûne. Ils le font au début de la lune, donc au premier quartier, ensuite au dernier quartier de lune. Et il y a tout, parce que c'est là que l'énergie et la force vitale est en renouvellement. Ce qui fait 2 jours par mois. Et sur l'année, ça représente au total de 24 jours de jeûne pour les pratiquants de la médecine ayurvédique. Il en est de même pour la médecine traditionnelle chinoise, qui est une pratique millénaire, qui est connue à travers le monde. Il y a une forme particulière de jeûne qui existe en Chine pour cette médecine, c'est le bigou. Dans la pratique du bigou, il s'agit de retirer 3 pulsions. Donc, 3, disons, tas qu'il faut comme réprimer. On les appelle les 3 vers de la mort, parce qu'ils disent que c'est ces 3 éléments-là qui nous amènent à notre tombe. C'est l'égoïsme, c'est la nourriture, et en particulier les céréales. Donc, ils enlèvent, donc on essaie de faire le bien autour de nous, donc c'est de l'amour inconditionnel, et de manger le moins de céréales possible, pas du tout. Sans, eux autres, à l'époque, ils ne connaissaient pas l'aspect qu'on appelle le gluten. Mais ils remarquaient que lorsqu'on mangeait trop de céréales, ça augmentait le taux de sucre, ça faisait des problèmes. Et enfin, la sexualité.
Comme vous saviez, à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, et en d'autres mots, on perd certains nutriments, en particulier le zinc dans le sperme, mais il y a d'autres éléments. Et donc, il fallait comme se limiter à enlever ces trois, appelons-nous ces trois vers de la mort. Maintenant, voyons le jeûne et la médecine occidentale. Le père de la médecine occidentale, comme on sait, c'est Hippocrate. Il faisait de l'aliment le premier médicament. Cette citation est devenue assez célèbre. Que l'alimentation soit ton principal remède. Il en faisait également la principale source de maladie également. Car il pensait que chaque fois qu'on tombait malade, c'est parce que ou bien on mangeait trop, ou bien on mangeait mal. Et comme il disait, plus vous nourrissez un malade, plus vous le nuisez. Dans d'autres mots, une fois qu'on tombait malade, lui disait arrêtez de nourrir la personne le temps que le corps, au lieu de passer, de conserver toute son énergie à la digestion, que le corps peut maintenant canaliser ses énergies vers d'autres fonctions que celles seulement liées à la digestion. Il en était de même de Paracels, qui était un médecin philosophe de la Renaissance, qui considérait déjà en son temps que le jeûne était le plus grand des remèdes. Et à l'époque, il n'avait pas à sa disposition des données probantes ou des recherches scientifiques. Donc, il était arrivé à une conclusion que le jeûne était un outil thérapeutique. Maintenant, il y a les pour et il y a les contre. Dans les pays dits développés, on retrouve une société où la nourriture est toujours disponible, et également en abondance. Par contre, il y a le domaine de l'inactivité physique, de la sédentarité. L'association malbouffe et sédentarité a son lot de conséquences. Surpoids, diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, infarctus du myocarde, etc. Une alimentation riche en produits transformés a donc montré l'étendue des dégâts que cette mauvaise habitude peut causer à notre état de santé global. Alors, on veut dire qu'il y a une chose qui est maintenant certaine, à la lumière des données probantes, un excès de nourriture et l'inactivité physique et mentale abîment le corps et l'esprit. Maintenant, les pour. Donc, plusieurs études, dont celle de Walter Longo, chercheur et directeur du Centre et Longévité Institute en Californie, ou celle du professeur Mark Madsen, qui est chef du laboratoire de neurosciences au National Institute of Aging dans le Maryland, et également du docteur Dieter Melchar, qui est professeur à l'Université technique de Munich en Bavière, qui prête de nombreuses vertus aux jeunes. En Allemagne, par exemple, une dizaine d'hôpitaux publics, dont l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin, que j'ai eu la chance de visiter, proposent des cures de jeûne qui sont remboursées par le système national de sécurité sociale. Les spécialistes l'utilisent principalement pour traiter le syndrome métabolique, le diabète de type 2, l'hypertension et les maladies rhumatismales. Plus proche de nous en particulier au Canada, le Dr. Fong, qui est un néphrologue à Toronto, qui est le cofondateur du programme Intensive Dietary Management, IDM, qui est auteur d'un best-seller qu'on appelle le guide complet du jeûne, croit en cette méthode pour perdre du poids, inverser le diabète de type 2 et diminuer toutes les complications, voire éviter les maladies liées à l'obésité et à ce type de diabète. Le jeûne est un mécanisme naturel qui a été hérité de nos ancêtres, qui ne devaient pas chasser ou se nourrir et faire régulièrement face à des pénuries d'aliments. Rappelle le cardiologue Martin Junot, qui est le directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Selon lui, le jeûne présente un potentiel de traitement qui mérite d'être exploré plus en profondeur. Donc, ça, c'est les pour. Et d'année en année, il y a des chercheurs et praticiens qui rentrent dans la lignée des pour. Maintenant, les contre. La majorité des praticiens de la médecine allopathique, qu'on appelle dans la médecine officielle, pourquoi allopathique? Comme vous saviez, il y a trois grands courants en médecine. Il y a le courant qu'on appelle nous des contraires, donc allopathie, le courant des semblables, qui est qu'on appelle nous l'homéopathie, et la technique qu'on appelle nous analogique, qui est celle des naturopathes. En d'autres mots, celle allopathique
combat le mal en s'y opposant. Donc, on a une fièvre, on combat la fièvre. Celle maintenant qui est semblable a dit qu'il va donner en petite dose un produit qui, à forte dose, donne le problème, et à petite dose, combat le problème. Donc, c'est la théorie des semblables. Et celle de l'analogie, qui est celle de la naturopathie, c'est d'imiter l'organisme, un approche de biomimétisme, de dire que, imitons ce que le corps fait, au lieu de le combattre, respectons ses mécanismes d'action et aidons-le. Donc, c'est l'approche analogique. Donc, en allopathie, la médecine officielle, et il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis du jeûne, en raison de leur approche qui est dite de contraire, parce que si on ne mange pas, il faut donner à manger, donc ils sont contre quasiment, et du manque de données scientifiques et des études scientifiques faites sur le domaine. Donc, c'est le cas du docteur José Moret, qui est gériatre et nutritionniste, également professeur de l'Université McGill, et du docteur Dominique Garel, qui est un endocrinologue et professeur affilié au département de nutrition à l'Université de Montréal, et de même du docteur Michael Bouin, qui est également un PhD en gastro-entérologie, qui est directeur du laboratoire de neuro-gastro-entérologie et de motricité du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Selon lui, et en majorité les autres l'appuient, et les articles scientifiques, on considère que le jeûne est comme un stress pour le corps, donc plutôt néfaste. Cela même pour les problèmes où le tube digestif est malade, ou en cas de pancréatite, par exemple, dans les cas de diabète et autres, et ils disent que non, pas question de jeûner, c'est grave. Cela même, donc il n'y a pas de bénéfice selon lui, selon le docteur Moin. Au contraire, il faut éviter de jeûner. Maintenant, que faire? Comment faire la part des choses entre le pour et le contre? Donc, au niveau CESPA, on s'est documenté, on s'est alimenté, on a rencontré. Comme je dis souvent, les gens qui sont le plus contre le jeûne, c'est les gens qui n'ont jamais jeûné une journée de leur vie. Okay? Et ils se basent seulement sur des données probantes et autres. Mais il y a également des données factuelles, il y a des faits. Comme je vous disais tantôt, on a remarqué dans l'histoire, il y a des millions de gens qui ont jeûné depuis des millénaires. Par contre, nous, on veut être pragmatique, on ne veut pas de dogme. Donc, on a essayé de remonter aux sources et d'aller maintenant au niveau des données probantes et des données factuelles. Donc, d'abord, il faut comprendre c'est quoi le jeûne. Donc, c'est quoi le jeûne? Un véritable jeûne permet de consommer uniquement que de l'eau pure, de source ou de l'eau purifiée, par différents procédés comme par osmose inverse, déminéralisation ou distillation. C'est ce qu'on appelle, nous, le jeûne hydrique, excluant tout aliment solide ou liquide. C'est ça le jeûne. Okay? Car parfois, certaines personnes disent qu'ils ont jeûné, par contre, ils ont dit que j'ai bu un peu de thé, j'ai bu un peu de jus, j'ai pris quelques bouillons, ou bien il y a même ceux qui font ce qu'on appelle une monodiète en prenant seulement un aliment. Donc, il y a certainement des monodiètes au raisin, des monodiètes au riz, etc. Tout ça, ce n'est pas un jeûne. Un jeûne, comme je vous dis, c'est seulement le jeûne hydrique. Par contre, on va voir moduler de différentes façons ce jeûne hydrique-là. Donc, une des façons de moduler ce jeûne hydrique-là, c'est le jeûne séquentiel ou le jeûne qu'on appelle nous intermittent. Donc, à cause de la rigueur du jeûne hydrique, il y a des gens qui ont peur, ils pensent qu'ils vont mourir. Okay? C'est difficile à respecter pour plusieurs personnes. Il a été remplacé par ce qu'on appelle le jeûne intermittent, le GI, okay? Qui alterne période de privation et période d'ingestion normale de nourriture. Il y a actuellement deux formules généralement utilisées dans le jeûne séquentiel ou le jeûne intermittent. La première formule suggère de sauter le déjeuner et le dîner de manière à se réserver une période de jeûne de 24 heures, et ce, 1 à 3 fois par semaine. La formule courante est celle qu'on appelle nous du 5-2, qui se traduit par 5 jours d'alimentation normale et 2 jours de jeûne intermittent par semaine, donc où on passe 24 heures sans manger. La deuxième formule est connue pour le nom, en grec, time restricted food. En d'autres mots, il y a un temps d'arrêt entre la nourriture et l'arrêt de la nourriture. Elle concentre la prise de nourriture sur une période qui varie de 4 à 8 heures par jour. Par exemple, pour une période de 8 heures, on se permet de manger seulement entre 12 heures et 20 heures le soir. Cette approche repose sur l'existence de 3 cycles métaboliques de 8 heures chacun. Donc, les gens qui font cette approche-là pensent qu'il y a 3 cycles métaboliques. Un cycle de nutrition où il faut manger, qui va de 12 heures à 20 heures. Un autre cycle, appelle-nous, d'assimilation ou de digestion,
qui va de 20 heures à 4 heures du matin, et un cycle qu'on appelle nous d'élimination qui va de 4 heures du matin à 12 heures. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'on peut sauter le déjeuner et pas de collation, et parce qu'on est en phase d'élimination. On n'est pas en phase, et d'attendre qu'on appelle nous le cycle de nutrition. Bon, actuellement, on parle de chronobiologie. Est-ce que c'est valable pour tout le monde sur tout le continent? Et je pense que, et personnellement, moi, je respecte ce cycle-là, mais il faut admettre que chacun a notre horloge interne. En fonction de notre mode de vie, on peut avoir, qu'on appelle nous, être en heure avancée ou en heure reculée. Mais il y a des gens qui ont un certain décalage horaire parce que ça dépend de leur habitude de vie. Si quelqu'un se lève toujours à la même heure, mange à la même heure, tranquillement, il y a une forme d'adaptation chronologique qui se fait. Donc, il faut des fois respecter cette adaptation-là pour que le métabolisme ne soit pas perturbé. Ensuite, à part le jeûne séquentiel, il y a le jeûne qu'on appelle nous sec ou le jeûne qu'on appelle nous alternatif. Donc, le jeûne sec, c'est un jeûne où on ne boit pas d'eau. Okay? Donc, c'est plus un jeûne hydrique, c'est un jeûne sans eau. Et souvent, on va le faire pour ce qu'on appelle nous, pour accélérer le transit, l'élimination rénale, c'est-à-dire qu'on prive les reins d'eau, parce que vous savez que tout se fait par hydrolyse au niveau rénal. Donc, lorsqu'on le prive d'un certain moment pas d'eau, on le donne de l'eau, on dit qu'il y a un assaut liquide et il y a le drainage qui se fait mieux. C'est comme si on fait un drainage dans une piscine, là, on envoie de l'eau en grande quantité, puis on arrête, puis on remet. Par contre, il faut s'assurer d'avoir une bonne, il faut que les reins puissent accepter cela. Et donc, c'est pas. Mais on verra que par tradition, par exemple, l'islam fait un genre de jeûne et sec. Donc, durant la période où on ne mange pas le matin jusqu'au lever du soleil, et jusqu'au du lever jusqu'au coucher du soleil, on ne mange pas et on ne boit pas. Okay? Et donc, il y a ensuite le jeûne alternatif, où il s'agit d'alterner une journée d'alimentation et une journée de jeûne. Donc, on mange une journée, on ne mange pas l'autre journée, ou une journée, on fait une jeûne hydrique, une journée, on fait un jeûne sec. On appelle ça un jeûne alternatif et comme tel. Maintenant, voyons comment fonctionne le jeûne. Le jeûne, sous toutes ses formes, qu'elles soient hydriques, intermittent et sec ou alternatif, active le métabolisme grâce au mécanisme déployé pour affronter ce manque de carburant. Donc, une fois qu'on arrête de manger, le corps dit, wow, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fonctionne. C'est comme une machine. Lorsqu'une machine n'a plus d'essence, il dit, est-ce que je vais me faire le plein? Est-ce qu'on me pousse? Comment je vais rouler? Okay. Donc, durant les premières 24 heures, le corps utilise le glucose circulant dans le sang, donc ce qu'on appelle la glycémie, puis décompose le glucose emmagasiné dans le foie sous forme de glycogène, donc c'est des cubes de sucre, de glucose, afin de maintenir les activités du métabolisme de base. Comme vous savez, le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie qu'on a besoin pour rester en vie. En d'autres mots, pour garder notre thermorégulation, pour rester à 37 degrés, pour que le cœur puisse continuer à battre, pour qu'on continue à respirer. Donc, sans bouger, ça nous prend ce qu'on appelle un minimum calorique. Okay? Donc, c'est là que le corps a besoin inévitablement d'un peu de carburant. Sinon, c'est la mort. On devient froid et le cœur arrête de battre, etc. Donc, lorsque ces réserves de glucose sont épuisées, au bout de entre 24 et 48 heures à peu près, le corps puise alors dans les gras pour produire des corps cétoniques. Donc, lorsqu'il y a dégradation des gras, il y a un sous-produit qu'on appelle un métabolite intermédiaire, qu'on appelle les corps cétoniques, qui stimule le cerveau et le maintient en état de vigilance, de même que de procéder à la resynthèse du glucose. Donc, il va tranquillement, avec les gras, refaire qu'on appelle nous les réserves de glucose. Au-delà de 5 à 7 jours sans nourriture, par contre, lorsque l'organisme a puisé toutes ses réserves de graisse, l'organisme est en pige dans le protéine musculaire pour produire son énergie. En théorie, on peut vivre sans manger de 30 à 80 jours, selon les recherches qui ont été faites, en particulier pendant la période des guerres et de famine. Et on sait qu'en biologie, que l'être humain perd 1/80 par jour de son système énergétique. Donc, grosso modo, on pourrait vivre jusqu'à 80 jours maximum sans manger. Mais on l'a fait dans des camps de concentration, des choses comme ça. Mais il y a très peu de centres qui vont permettre à quelqu'un d'atteindre. Donc, je sais que dans les centres que moi j'ai visités, ils n'excèdent pas 40 jours de jeûne. Le jeûne a une influence sur l'ensemble de notre organisme par l'activité des réseaux de neurones. Pour que l'organisme puisse faire face à la restriction calorique,
qui constitue en soi une forme d'agent stresseur, comme alors d'une activité physique. Comme lorsqu'on fait un sport, on peut dire qu'on fait comme un jeune. Admettons que je cours un marathon, je fais une course de longue durée, et sans manger, parce que lorsque je fais un marathon, je ne suis pas en train de manger, bien qu'on peut de temps en temps s'alimenter, dépendant si on fait un super marathon, mais on a remarqué que c'est le même mécanisme qui se déclenche au niveau du cerveau que lorsqu'on fait un jeûne. Et on peut les résumer, il y a comme quatre qu'on appelle nous organes qui vont être en interaction. Il y a l'hippocampe associé à la mémoire, il y a le striatum qui contrôle la motivation et les mouvements, il y a l'hypothalamus qui contrôle la prise alimentaire et la température corporelle, il y a le tronc cérébral qui régule la circulation sanguine, le système digestif. Donc, le cerveau communique avec tous les systèmes organes, des organes avec des neuromédiateurs spécifiques. Donc, une fois qu'on entend, oh, le cerveau maintenant, le chef d'orchestre, qui est le cerveau, commence maintenant à jouer sur nos différents, sous ces zones-là, l'hippocampe, le statium, l'hypothalamus, et il va le faire par l'intermédiaire qu'on appelle nous des neuromédiateurs. Sans tomber dans les détails, donc il y a l'acétylcholine, il y a la dopamine, il y a il y a la sérotonine, il y a le GABA, qui sont ce qu'on appelle nous des neuromédiateurs qui vont transmettre de l'information. Je ne trouvais pas dans les détails, mais par contre, une fois qu'il va y avoir une baisse de ces neuromédiateurs-là, on sait qu'un qui va jouer un rôle important, c'est la sérotonine, parce que le corps, parce que pour pouvoir fonctionner, si on regarde ici dans le tableau, on voit que ça prend des nutriments, en particulier des protéines, des acides aminés. Si je prends le cas de la sérotonine, ça prend qu'on appelle le fameux tryptophane et qu'on retrouve de la protéine. Donc, si quelqu'un ne mange pas, il n'y a pas de source de protéines, et surtout les fameux acides aminés essentiels qu'on ne peut pas fabriquer, et il faut les prendre tous les jours parce qu'on ne peut pas les stocker également. Là, maintenant, on va avoir une baisse de la production de sérotonine. Et là, c'est là que les troubles d'humeur vont commencer, et le corps, pour pouvoir balancer cela, il va maintenant créer des réactions d'adaptation et qui est sous forme d'euphorie. Et on va avoir, il va avoir des catécholamines qui vont être émises pour pouvoir nous faire passer le temps. C'est-à-dire que pendant le jeûne, on rit, on est un petit peu euphorique. Pourquoi? Parce que le corps a une baisse de sérotonine et il peut le compenser par un mécanisme d'adaptation. Donc, si on prend en termes, sans tomber dans tous les détails, donc il y a le fameux qu'on appelle le neuromédiateur, l'acétylcholine, qui excite le système nerveux parasympathique. Comme vous le savez, on a deux systèmes nerveux, l'ortho qui nous active et le para qui nous ralentit et qui régulise les choses. Donc, et en particulier, le parasympathique innerve l'intestin, le cœur, les vaisseaux sanguins. Conséquence, une augmentation de transit intestinal, mais une baisse de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Donc, puis, suite au manque de ravitaillement, donc en glucides, les réserves de glucose et de glycogène s'épuisent rapidement. Le foie maintenant qui va réagir, comme je dis, va produire des corps cétogènes. Donc, il va avoir maintenant toutes les mécanismes d'adaptation, et en particulier, comme on disait tantôt, les corps cétoniques, mais également, il va réguler complètement l'inflammation. Pourquoi? Lorsqu'il va activer les graisses au niveau des cellules adipeuses, ça va créer, qu'on appelle, il va avoir des molécules qui vont être émises, qui sont des molécules pro-inflammatoires. Et des fois, on va avoir des douleurs, donc des réactions inflammatoires, et le corps maintenant va les moduler. Okay? Il va également essayer de contrôler les radicaux libres parce que vu qu'on n'est pas en mode aérobique, donc il produit des corps énergétiques avec sans oxygène, il va avoir production de certains radicaux libres et c'est là que le corps va compenser tous ces éléments-là. Donc, si on regarde le système nerveux parasympathique, on a dit que ça irrigue les ganglions cilaires et ça irrigue également les nuques des yeux, les ganglions et les glandes lacrymales, les glandes nasales. Tout ça, c'est vrai que lorsque quelqu'un est stressé, on voit moins bien. Pourquoi? Parce que tant qu'on est sur l'orthosympathique, on est en vigilance, contrairement pour pouvoir se décontacter. Et il faut être en parasympathique. C'est ce qu'un peu le jeûne fait. Il nous met en parasympathique. Donc, on dit que le jeûne, c'est un véritable antidépresseur. Ça nous fait décomprimer. Okay? Ça agit également sur le cœur, qu'on a vu. On va voir plus en détail. Sur l'estomac, sur le pylore, donc il permet d'ouvrir l'estomac pour que la digestion se fasse. Si on reste sur l'orthosympathique, on ne digère pas en bloc. Okay? Une fois qu'on est en jeûne, on est en para, l'intestin s'ouvre, la digestion se fait plus bien.
Donc, on peut dire que c'est une véritable qu'on appelle, nous, antidépresseur lorsque on est sujet. Donc, maintenant, si on voit en détail ces mécanismes d'action-là, de façon qui se répercutent sur diverses structures organiques, ont été observés, en particulier auprès de cobayes animaux, et également sur quelques humains, parce que malheureusement, on va voir qu'on a eu fait plus de recherches sur les cobayes, sur les animaux avec le jeune, que sur les humains. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, on va te priver d'aliments pendant c'est pas 10, 20, 30, 40 jours, on va te brancher des électrodes. Donc, il y a eu quelques cobayes qui ont essayé, mais actuellement, on peut dire que c'est le parent pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont, mais on va voir qu'il y en a eu quelques-unes pareilles. Donc, ça agit sur le cerveau, sur les glandes, sur les muscles, sur les vaisseaux sanguins, sur le cœur, sur le foie, sur l'intestin. Donc, si on fait un petit schéma, donc on va voir qu'on voit les structures qu'on a dit cérébraux, le strontium, l'hypothalamus et donc les trois structures cérébraux qu'on a vues tantôt. Le tronc cérébral qui va maintenant aller au niveau de l'équilibre, au niveau du cœur, au niveau du foie, puis au niveau intestin, mais également au niveau musculaire. Donc, c'est les grands organes et les grandes structures sur lesquelles le jeûne intervient. Ces observations faites sur des animaux et des cellules en laboratoire font référence en particulier aux études de Longo et de Matson. Leurs travaux montrent que la privation de nourriture, lorsqu'elle est faite de façon continue ou intermittente, peut augmenter la sensibilité à l'insuline, diminuer l'inflammation et favoriser l'élimination des cellules dysfonctionnelles, ce qu'on appelle par autophagie, il les détruit, il les bouffe, ainsi que leur remplacement par de nouvelles cellules plus fonctionnelles, plus performantes. Résultat, les organes fonctionnent mieux, ce qui retarde l'apparition de plusieurs maladies, dont l'athérosclérose, le diabète, le cancer et les accidents vasculo-cérébrales, sans oublier les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Plusieurs chercheurs croient que certains de ces résultats observés chez les rongeurs pourraient être transposés à l'humain, ce qui constituerait une voie d'avenir prometteuse. Donc maintenant, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de données probantes versus des recherches cliniques faites avec des animaux et des cellules qu'on appelle nous d'une façon in vitro. Maintenant, il faut tomber dans une approche in vivo. Donc, maintenant, si on liste les observations qui ont été faites au niveau de la recherche, que ce soit in vivo, que ce soit avec des animaux et avec quelques études sur les humains, il y a production accrue de facteurs de croissance neuronale, le fameux qu'on appelle le BNFF, la production accélérée de neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse, la création de synapses, donc il y a d'autres cellules nerveuses qui se forment, la production de mitochondries génératrices d'énergie. Comme vous savez que dans nos cellules, on a une partie qui fait l'énergie, qui est les mitochondries. Donc, ça les active et ça en produit d'autres cellules et d'autres mitochondries. Résistance au stress oxydatif, atténuation des réactions inflammatoires, optimisation du métabolisme anabolique. Donc, on peut construire de nouvelles cellules. Quand il y a le catabolisme, on détruit, l'anabolisme, on construit. Sensibilité augmentée à l'insuline, baisse de la température corporelle, fréquence cardiaque ralentie, tension artérielle diminuée. C'est d'où l'importance que ça, on peut aider les patients hypertendus en particulier. Baisse de l'insuline, hormone inhibitrice de la glycémie, comme on le sait. Baisse de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Augmentation de la gréline, hormone de l'appétit. Production de cétone comme source d'énergie alternative, meilleure dégradation du glycogène, synthèse du glucose accru, dégradation des acides gras augmentés, absorption d'énergie réduite et baisse de la division cellulaire. Donc, d'où l'importance sur des problèmes de mitose au niveau des cellules cancéreuses. Maintenant, on va voir les quelques études qui ont été faites à la lumière de quelques pathologies pour essayer de valider ces actions qu'on a observées. Donc, si je prends d'abord le jeûne, le perte de poids, là, on va voir qu'il y a quelques bémols. Donc, lors du jeûne, le métabolisme s'ajuste à cette situation et la consommation calorique reste relativement stable. Donc, c'est sûr que vu que le corps voit qu'on ne mange pas, il baisse un petit peu ses exigences, d'où la difficulté à perdre du poids lorsque on jeûne.
Mais on va voir, ça dépend de la durée du jeûne. Donc, c'est un jeûne court. Donc, une journée, on ne perd rien. 2 jours, 3 jours, c'est vraiment qu'on perd un poids. Beaucoup peut perdre un peu d'eau parce qu'on va. C'est pourquoi il est plus efficace pour perdre du poids de créer un déficit calorique à chacun des 3 repas répartis durant la journée pour réduire l'apport calorique global au lieu de jeûner. Donc, actuellement, il a été démontré que le jeûne, si on veut maigrir, perdre du poids, le jeûne n'est pas le bon outil. Mais il faut faire une réduction calorique permanente, on baisse le nombre de calories, puis on va voir que c'est une approche qui est vraiment une bonne alternative qu'on appelle au jeûne. Si on mange moins, notre organisme est obligé de trouver des sources de carburant en allant puiser dans ses réserves pour rencontrer ses besoins. Donc, c'est clair que si on fait une restriction calorique pendant un temps assez long, le corps dit, bon, oh là, je n'ai pas le choix, il faut que je continue à chauffer la machine, il faut que je bouge, et maintenant, il va aller prendre ses réserves de glycogène. Donc, les gens qui ont un foie gras, qui ont un foie engorgé de graisse, etc., des gens qui ont des cellules adipeuses bien réparties, qui font des rondeurs, on appelle nous. Et donc, cependant, l'aspect quantitatif, il faut se rappeler, ne suffit pas pour maigrir et avoir une saine habitude alimentaire. En d'autres mots, si quelqu'un dit, bon, moi, je vais juste réduire mes calories. Mais par contre, on peut réduire les calories qu'on appelle nous les mauvaises calories, mais il y a les bonnes calories qu'il faut garder hein, parce qu'il faut un peu de carburant. Également, il y a l'aspect qualité joue un rôle important. Également, on va voir l'aspect complémentarité. Si maintenant, on ne mange pas assez de protéines, pas assez de lipides, il y a un débalancement. Donc, quelqu'un peut passer même s'il mange très peu, il va stocker pareil de la graisse. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple, quelqu'un qui a mangé plus de protéines, au lieu de prendre des glucides, le corps dit oui, 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 mais moi, ça me prend des glucides. Okay? Donc là, il va maintenant faire ce qu'on appelle une néoglycogénèse. Il va transformer ces protéines-là en glucose pour faire des carburants et le surplus va être transformé en graisse. Donc, on change le mal de place. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect qualité, il faut vraiment l'aspect, la quantité qu'il faut prendre en considération. Il faut également prendre l'aspect qualité, la complémentarité et la compatibilité et d'autres facteurs extrinsèques comme les émotions. Il y a des gens, comme on dit, qui mangent leurs émotions. Donc, lorsqu'on est stressé ou bien lorsqu'on a un problème quelconque, il y a des gens qui vont manger plus. Okay? Également l'environnement, un environnement qu'on appelle nous, quasiment qui nous encourage à manger. Admettons que partout on voit, dans la maison, il y a des aliments à portée de main, le frigo est rempli. Donc, il dit qu'il faut que notre environnement ne soit pas un environnement qui nous incite à manger beaucoup. Et en fait, il y a le mode de vie. Si on est sédentaire, on ne bouge pas, on est cloîtré. Donc, ce n'est pas seulement une réduction calorique qui permet de perdre du poids. C'est une approche intégrée qu'il faut mettre en application. Deuxième maintenant, application contre le jeûne, c'est pour le diabète. Si on fait une base, et si c'est une base régulière, on fait un jeûne intermittent. Donc, par exemple, on fait ce qu'on appelle nous la variante des 16 heures de suite sans manger, donc 6 jours par semaine. À savoir de manger entre 12 heures et 20 heures. Non seulement on peut maigrir, si la quantité de calories consommées est restrictive, si on ne mange pas beaucoup de calories, mais la glycémie aussi va baisser. Donc, ça a été démontré avec un jeûne intermittent et où on garde cette fourchette au moins de 16 heures sans manger. Cependant, il y a un bémol. Certains cliniciens ont observé que c'est le soir qu'il faudrait manger léger, au lieu de se priver du déjeuner. Pourquoi? Car quand on ne mange pas le matin, cela diminue ce qu'on appelle la production de l'hormone GLP-1, qui est sécrétée par l'intestin lorsqu'on mange. Donc, une fois qu'on mange, l'intestin émet l'hormone GLP-1 et qui permet maintenant c'est l'hormone qui contrôle la production d'insuline. Donc, si on n'a pas produit l'hormone GLP-1, on ne produit pas d'insuline. Alors, si on n'avait pas assez d'insuline pour faire stabiliser la glycémie, lorsqu'on va maintenant manger le midi et le soir, ça crée un débalancement. De plus, l'hémoglobine glyquée, qu'on appelle nous l'indice, qu'on appelle nous la protéine qui permet de stocker nos réserves de contrôler comme nous la glycémie, c'est le test qu'on passe, l'hémoglobine glyquée. On a remarqué que lorsqu'on ne mange pas, ça fait monter l'hémoglobine glyquée. Donc, lorsqu'on ne mange pas le matin. Donc, ce qui peut, en d'autres mots, induire ce qu'on appelle un genre de prédisposition au diabète. C'est la raison pour laquelle la formule de restriction calorique donne de meilleurs résultats. Donc, si au lieu de dire que
on ne va pas manger le matin, on va comme réduire nos calories d'une façon permanente. Et on va voir qu'on peut, en les réduisant, et également régler notre glycémie et avoir les mêmes résultats que lorsqu'on fait un jeûne intermittent. Mais on va voir que des fois, on peut jouer sur les deux. Le jeûne et le ramadan. Okay. Ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui font le ramadan, ils vont arrêter de manger et de boire au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et ainsi, ils ne mangent pas le matin. Donc, on a remarqué sur des observations cliniques que les gens qui font ce genre de jeûne-là, généralement, qui ne mangent pas le matin, ils vont avoir un taux de glycémie un peu plus élevé. Parce qu'on a dit tantôt, c'est que c'est le matin qu'on produit l'hormone GLP. Vu qu'on ne mange pas le matin, ça a un impact sur l'hémoglobine glyquée qui augmente. Maintenant, voyons les jeûnes alternatifs et diabète. Donc, bien que quelques données récentes montrent qu'on peut améliorer le contrôle du diabète pour autant que l'on fasse attention aux critères quantité, qualité, compatibilité, compatibilité, il reste à être motivé pour maintenir ce qu'on appelle nous à long terme un jeûne. C'est là que souvent les gens ils commencent à faire un jeûne pour alternative, des fois, ils laissent tomber. Donc, parmi les approches qui donnent les meilleurs résultats pour le diabète, c'est un qu'on appelle nous équilibré et personnalisé. Donc, on dit qu'un régime qui permet de ne pas avoir stocké beaucoup, avec un apport plus élevé de lipides en provenance des graisses végétales et pauvre en graisses animales, dont le pourcentage du bilan calorique doit être supérieur à celui des glucides. Donc, on dit que c'est un régime à tendance cétogène. Donc, et d'après les recherches, un régime qu'on appelle nous restrictif à tendance cétogène, où on étale bien l'alimentation, actuellement contrôle le 20-30%, on appelle nous l'arrivée d'un problème de diabète et peut permettre de prévenir les problèmes cardiovasculaires. Maintenant, pourquoi pas 50, 60, 95%? Parce que comme on sait que tout problème de santé est multifactoriel. Ce n'est pas seulement en agissant sur l'alimentation qu'on va contrôler le diabète. Il faut agir sur d'autres facteurs, l'activité physique, gestion du stress. Et actuellement, les données probantes ont démontré que le facteur clé actuellement dans les cas de diabète, c'est les facteurs environnementaux, les fameux perturbateurs endocriniens qui débalancent ce qu'on appelle nous, le foie, le pancréas, etc. comme tel, et qui, lorsqu'on regarde les deux courbes, par exemple au niveau des périodes, parce que les gens ont toujours mangé beaucoup de sucre, beaucoup de calories, on a remarqué qu'il commence à avoir une incidence du diabète qui a commencé à monter lorsqu'on a introduit dans notre environnement certains polluants, certains perturbateurs endocriniens. Donc maintenant, il faudra autant qu'on fasse attention, qu'on appelle nous, à l'alimentation par rapport à la glycémie, il faudra faire attention énormément à l'environnement au niveau des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, etc. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Jeûne et cancer. Le gétérologue Longo a démontré chez les souris que l'association de court cycle de jeûne avec une chimiothérapie était plus efficace qu'un traitement utilisé seul pour soigner certains cancers. Donc, si on faisait une chimiothérapie, c'est moins efficace que si, mettons, on l'associait, ce qu'on appelle, nous, à un jeûne intermittent. Le jeûne ferait ainsi augmenter le nombre de cellules immunitaires spécialisées dans l'extermination des tumeurs. Donc, c'est une forme d'immunothérapie indirectement lorsque on fait. Ces recherches se poursuivent maintenant auprès de petits groupes de malades afin de vérifier si des effets similaires sont visibles chez l'être humain. Cependant, l'idée d'intégrer le jeûne dans le traitement du cancer reste problématique à cause de certains risques de dénutrition qui peuvent engendrer des graves complications et nuire au traitement. Parce que si, disons, quelqu'un est dénutri et manque de magnésium, il peut avoir des cas. Donc, il y a toujours, dans d'autres mots, lorsqu'on fait un jeûne, si on fait un jeûne intermittent, il n'y a pas de problème, mais un jeûne long n'est pas tellement conseillé dans un cas de cancer, parce que ça peut créer des carences alimentaires, surtout au niveau des acides gras essentiels, qui sont essentiels. La même chose pour les acides aminés essentiels qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Donc, maintenant, il ne faut pas qu'on en soit privé pendant un temps trop long. Donc, c'est pourquoi que la restriction calorique est une solution de rechange qui est plus envisagée ces temps-ci que de faire, qu'on appelle nous, un jeûne en cas de cancer. L'autre élément, c'est le jeûne et l'Alzheimer, qui a été très étudié. Donc, au niveau cellulaire, le jeûne semble agir de façon bénéfique sur le cerveau à travers 4 facteurs principaux.
les corps cédriques, le BDNF, les mitochondries et l'autophagie. Donc, si je parle d'abord au niveau des corps cédriques, donc, on a remarqué que lorsque le corps commence à utiliser les graisses comme source de carburant, et le corps produit des corps cétoniques, et ces corps cétoniques peuvent traverser qu'on appelle nous, la barrière hémato-encéphalique. Et ils vont servir de carburant pour les neurones. Okay? On a remarqué que lorsque l'alimentation est riche en cétone, le cerveau produit, on appelle nous, moins de peptides bêta-amyloïdes. C'est les plaques qu'on appelle nous d'amyloïdes qu'on voit dans le cerveau et de protéines tau, qu'on appelle nous les deux éléments qu'on retrouve dans le cerveau des personnes qui souffrent d'Alzheimer. Donc, on peut dire que ça a été observé chez les souris. Maintenant, on essaie de voir est-ce que lorsqu'on fait les jeunes, on observe les mêmes choses chez les humains. Donc, l'acétone libère, ça c'est une chose. En plus, lorsqu'on produit l'acétone, ça libère ce qu'on appelle nous, le fameux qu'on appelle nous, les facteurs de croissance neuronale. Donc, on est rendu aux jeunes et l'Alzheimer. Donc, comme je disais tantôt, on ne peut pas produire qu'on appelle nous, de facteurs de croissance. Et c'est vraiment, il faut qu'il y ait corps cétonique, il faut qu'il y ait qu'on appelle nous action neuronale. Et comme je disais tantôt, avec l'âge, de façon naturelle, on produit moins d'hormones de croissance. Donc, il y a des facteurs de croissance. Il y a des gens qui pensaient en donner en supplémentation, ça ne fonctionne pas. L'unique façon d'activer les facteurs de croissance, c'est en bougeant et en produisant les corps cétoniques. Donc, chez l'homme, comme chez les animaux, la production de facteurs de croissance a tendance à décliner avec l'âge, également en cas de suralimentation, de manque d'activité physique et mentale, ou encore chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson. Donc, le jeûne et la restriction calorique ont également un effet positif sur la centrale énergétique, qu'on a vu tantôt, la fameuse mitochondrie. Celles-ci produisent leur énergie plus efficacement en situation de jeûne et ils s'en forment de nouvelles. Donc, plus on est en restriction calorique, plus les mitochondries fonctionnent mieux et ça se renouvelle également. Enfin, le jeûne et la restriction calorique accélèrent le processus de recyclage des tissus nerveux. Tout ce qui n'est pas utilisé est digéré grâce à ce programme de nettoyage et appelé autophagie. Donc, les cellules se débarrassent de déchets qui pourraient constituer un matériel dangereux pour elles. Donc, c'est un véritable nettoyage que le corps fait avec le jeûne. Donc, 4 actions. Une action qu'on appelle nous qui est liée à la production de cétone qui permettant de produire l'hormone de croissance, l'hormone de croissance qui permet maintenant de régénérer et de créer qu'on appelle nous l'autophagie. Maintenant, le jeûne, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, le jeûne intermittent ne semble pas nécessairement de risque pour les personnes en bonne santé. Mais même lorsqu'il est suivi par une période de plusieurs mois, plusieurs années. Moi, ça fait des années que je fais le jeûne intermittent et j'avais expérimenté, puis je n'ai pas eu de problème grave. Par exemple, un rapport produit par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France conclut en 2014 l'efficacité du jeûne n'est pas encore prouvée par plusieurs déclarations. Cependant, il est sans danger s'il est encadré par un professionnel de la santé ayant une expertise dans le domaine. Cependant, pour les personnes qui souffrent de diabète, surtout de type 1, de troubles cardiaques, de problèmes rénaux ou thyroïdiens ou d'autres maladies chroniques, un suivi médical est indispensable car le jeûne modifie leur métabolisme, ce qui peut influencer leur médication. Les exceptions. Vous ne devez pas jeûner, même de façon intermittente, en cas d'épuisement. Donc, si vous êtes complètement dévitalisé, de convalescence ou vous revenez d'une grosse maladie, de maigreur extrême ou durant la grossesse, pas plus que lorsque vous allaitez. Le jeûne est également déconseillé chez les enfants, les adolescents qui sont en phase de croissance, de même que lors de troubles de comportement alimentaire. Donc, les gens qui souffrent de boulimie, l'anorexie, etc. Donc, ce n'est pas un moyen qui est conseillé. Comment bien jeûner? On va juste faire un aperçu parce que ce n'est pas le but de la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu qu'on appelle nous les bienfaits et les mécanismes.
Et on envisage peut-être s'il y a, qu'on appelle nous, on a une demande par rapport à cela, et on verra beaucoup plus en détail comment jeûner, parce que c'est pas, et dépendant de qui on est, de quoi notre problème. Maintenant, il y a, et comme on dit qu'il y a différentes formes de jeûne. Est-ce qu'on va prendre un jeûne alternatif, un jeûne intermittent, etc. Puis il y a le fameux avant, pendant, après le jeûne. Avant le jeûne, il y a des préparations à faire. Pendant le jeûne, il y a des précautions à prendre. Et après le jeûne également. Donc, qui jeûne de temps en temps peut plus facilement avoir un regard critique de son régime alimentaire et de son mode de vie. D'ailleurs, il a dit qu'il y a plusieurs personnes, comme je disais au début, qui n'ont jamais jeûné et qui sont très critiques vis-à-vis du jeûne. Donc, je dis toujours aux gens, avant de critiquer, même si vous avez lu de la littérature très scientifique, essayez de faire l'expérience. Okay? Et c'est comme quelqu'un qui vous dit, hey, c'est pas bon, c'est pas l'ananas ou le mangue, c'est pas bon. Okay? Moi, avant de dire c'est pas bon, il va dire que est-ce que je peux goûter un petit peu? Si ça ne me tue pas, je peux te goûter, puis j'aurai ma propre opinion des choses. Okay? Donc, la méthode proposée aux personnes en bonne santé qui veulent faire l'expérience du jeûne est de loin, nous, et lors de la première étape, on doit de se priver de nourriture solide pendant une semaine, en ne mangeant que des potages, des soupes, des jus de fruits, des jus de légumes. Donc, on fait une semaine qu'on appelle nous de diète liquide. Si maintenant on supporte bien cette semaine-là, on peut dire, hey, je ne suis pas mal, je ne suis pas mort, et okay, bon. Maintenant, on peut passer à une deuxième étape. Maintenant, on essaie de faire l'étape qu'on appelle nous intermittente, où on s'efforce de respecter une plage de 16 heures sans apporter de nourriture, en prenant un repas du soir vers 18 heures et un petit déjeuner tardif le lendemain aux alentours de 10 heures. Pourquoi? Comme j'avais dit tantôt, c'est vous permettre que le corps, l'intestin produit assez de cofacteurs au niveau de la, pour préparer la glycémie et également ne fait pas monter l'hémoglobine glyquée. Et ce qui laisse le temps à l'intestin de se reposer vraiment, au taux d'insuline de redescendre de façon prolongée et aux concentrations de facteurs de croissance neuronale de remonter. Il faut également bien s'hydrater en dehors des repas en buvant en moyenne 3 litres de liquide. Donc, il faut que la moitié, après 1,5 litre, c'est sous forme d'eau et l'autre peut être sous forme de tisane, etc. Ou bien de jus de légumes. Et je préfère les jus de légumes, et appelle-nous les smoothies, avec toute leur pulpe, que des jus qu'on appelle nous extraits où on enlève les fibres. Okay, okay. Donc, ensuite adopter un régime équilibré, personnalisé, avec restriction calorique et à tendance cétogène, donc où il faut qu'il y ait moins de glucides à index glycémique élevé et un peu plus de lipides. Généralement, 7 jours de jeûne consécutif est la limite suggérée pour les personnes en bonne santé, afin d'éviter que l'organisme ne puise son énergie au niveau des masses musculaires. Donc, grosso modo, et pour quelqu'un qui dit, ah, j'ai écouté cette conférence-là, puis je vais essayer, commencer par une semaine qu'on appelle de diète liquide, essayer de faire un petit jeûne intermittent avec la fourchette de 16 heures, et comme je vous dis, de prendre un petit repas léger le matin pour activer la glycémie, surtout à base de fruits oléagineux, pas beaucoup. Et là, maintenant, on prend notre dîner, après on prend une collation, puis un petit souper très léger. Okay? Et généralement, qui nous permet de tenir jusqu'à 16 heures le lendemain et sans problème. Et on va voir que tranquillement, il y a tout un mécanisme de réparation qui se fait dans l'organisme. En conclusion, vous pouvez commencer à éveiller tranquillement ce pouvoir d'auto-guérison de votre organisme par cette pratique préventive et curative qu'est le jeûne, en attendant que les données probantes viennent confirmer ce que les données factuelles, empiriques, laissent comprendre. Donc, comme on a dit qu'il y a des recherches qui se font, mais on ne peut pas, lorsqu'on regarde la liste des allégations qu'on dit que le jeûne peut faire, et cette liste-là, toute celle-là n'a pas été validée scientifiquement. Il y a quelques facteurs, comme on a vu par exemple au niveau de la glycémie, qui a été validé, mais il manque de données. Okay? Le jeûne permet à l'organisme de faire un temps d'arrêt. Il s'agit d'une pratique plus que millénaire qui permet, comme nous avons vu, de mobiliser les réactions de l'organisme sur les plans énergétiques, biochimiques, psychiques et physiques. La pratique du jeûne est inscrite dans nos gènes et c'est pourquoi les médecines traditionnelles l'ont toujours utilisée.
Son processus métabolique est maintenant bien connu grâce à plusieurs recherches scientifiques. C'est ainsi que le biologiste d'origine japonaise, le docteur Oshimui, a obtenu le prix Nobel de médecine en 2016 pour ses travaux sur le mécanisme cellulaire de l'autophagie durant le jeûne. Donc, il a remarqué comment est-ce que lorsqu'on fait le jeûne, comme je disais tantôt, que ça permet de dégrader les déchets, de régénérer les cellules. Cependant, pour les personnes qui souffrent d'un problème de santé, un suivi par un professionnel ayant une expertise dans ce domaine est indispensable, car le jeûne modifie le métabolisme à court et à moyen terme, ce qui peut avoir une influence sur l'action des autres traitements ou des médicaments qu'on prend. Donc, le principe de précaution devrait s'appliquer. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'essaie de respecter le temps qui m'est alloué. On va maintenant passer sans tarder à la période de débat où on va d'abord entendre le Dr Dieudonné, donc il va réagir au contenu de cette présentation et il va donner son point de vue et après ça, on pourrait réagir de façon beaucoup plus globale. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse commencer la période d'échange. Merci, professeur Maï. Bonjour. Bonjour. Ça a été une présentation vraiment exhaustive qui a couvert beaucoup d'aspects. Et je pense que les gens qui vont bénéficier de cette information vont l'utiliser depuis des données, par exemple, des informations comme les différents types de médecine, allopathique, homéopathique, naturopathique. C'est une comparaison moi-même que j'ai appris quelque chose. Dans ceci, c'est très important. Et puis, sur le jeûne, ça a été vraiment très exhaustif. Moi, quand on parle d'alimentation en général, j'aime répondre aux questions et quand manger. Et il semble que quand manger, où manger et quoi manger. Donc, où manger, ça c'est la question la plus facile à laquelle répondre, c'est mangeons chez nous. Parce que quand on ne mange pas chez soi, on ne sait pas ce qu'on mange. Maintenant, le professeur Maï a vraiment fait un bon travail sur quand manger. Et ça, c'est nouveau. De la pratique, et les gens, jusqu'à présent, il y a beaucoup de médecins qui prônent 5 à 6 petits repas par jour. Et il faut garder la glycémie à un certain niveau. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations maintenant qui plaident contre cette façon de voir. Donc, la restriction de la fenêtre alimentaire, comme tu l'as dit, c'est vraiment important. Je pense que c'est l'une des choses les plus faciles à apprendre. C'est comment contrôler cette fenêtre-là. Mais j'ai une question pour toi, je vais revenir là-dessus. Et comme toi-même, tu as fait quand même le va-et-vient entre commencer à manger vers 10 heures du matin ou bien commencer à manger vers midi. Et si on commence à midi et qu'on termine à 8 heures du soir, je pense que c'est tard parce qu'on peut avoir de la difficulté à garder les 3 heures avant d'aller au lit. Qu'est-ce que tu penses? Bon, comme je disais tantôt, il faut que le repas du soir soit très léger. Okay? Mm-hmm. Et également, on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent le sommeil et que, par exemple, si on n'a pas un niveau de glycémie qui est à un certain niveau, puis certains acides aminés qui alimentent la mélanine et la mélatonine, c'est-à-dire qu'on va avoir un sommeil moins réparateur, etc. Okay? Donc, c'est la qualité de l'alimentation qui va jouer un rôle important. Qu'est-ce qu'on mange le soir et en quelle quantité. Okay? Donc, si vraiment on respecte cette notion de qualitative et la notion de quantitative, donc on pense à des aliments qui nourrissent le cerveau, qui préparent au sommeil. On sait par exemple que si on mange trop de protéines le soir, ce n'est pas bon parce que les protéines sont des excitants. Okay? Donc, il faut manger moins de protéines le soir, il faut manger plus de glucides le soir. Okay?
Les glucides préparent le sommeil. C'est un peu la même chose on fait un décalage horaire. Lorsqu'on va prendre l'avion, on remarque que lorsqu'on va vers l'horaire qu'on appelle nos décalages, il faut prendre plus de glucides. Lorsqu'on revient, on prend des protéines. Donc, il faut respecter ce cycle-là parce qu'on va respecter les cycles métaboliques. Donc, grosso, c'est. Lorsqu'on dit 8 heures, c'est leur limite. Mais moi, personnellement, je mange à 6 heures. Okay? Et je ne mange pas à 8 heures. Okay? Bon. Et par contre, des fois, je vais prendre, lorsque je mange à 6 heures, et vu que je travaille beaucoup le soir, okay? Donc après avoir mangé, et des fois, pour préparer mon endormissement, j'ai un petit, bon bref, je ne vais pas le vulgariser à la télévision, j'ai un petit punch que je prends qui me prépare à l'endormissement, et bon, qui est une forme de tisane avec quelques éléments dedans, et un peu de miel, etc., mais qui, en d'autres mots, maintient un petit peu une glycémie pour ne pas avoir une fringale, qu'on appelle nous, qui des fois dérange le sommeil. Okay? En d'autres mots, il ne faut pas que la glycémie qui chute trop et que le corps émet, qu'on appelle la glénie, qui dit oh, lève-toi pour aller manger, comme ça. Là, okay, okay. Parce qu'il y a une forme de panique. Parce que le corps, hein, c'est comme un bébé. Pourquoi un bébé pleure le soir? Okay? Parce que le bébé n'a pas encore maîtrisé ses hormones. Okay? Et là, maintenant, une fois qu'il a un peu de faim, la glanine déclenche, maintenant, il faut le donner à manger. Mais après un certain temps, lorsqu'on va l'éduquer, il dit non, non, ton dernier biberon, tu le prends à telle heure. Là, maintenant, tranquillement, le corps dit ah, c'est vrai, je ne vais pas en avoir à 1 heure du matin. Là. Et là, maintenant, il passe sa nuit. Et on dit que c'est la même chose pour nous. Il faut qu'on s'éduque pour que notre dernier biberon, notre dernier repas, nous amène jusqu'à la matinée, jusqu'à 10 heures quasiment. Très bien. Donc là maintenant, tu mets moins d'accent. Donc, comme toi, tu manges vers 6 heures, alors même si là, tu vas avoir amplement le temps de digérer ce que tu auras mangé, mais les gens qui mangent vers 8 heures et qui vont dormir, et surtout si ce repas, qui vont dormir vers 10 heures, disons, et si ce repas est leur repas principal, qu'est-ce que tu penses? C'est ça. Donc, ça veut dire que si le repas est trop chargé, trop de protéines et trop de gras animal, etc., ça va être des malades. Le foie va passer son temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de 8 heures, on est en phase d'assimilation. On digère, OK? Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai quand même dit que les gens qui mangent à 8 heures, un beau repas, j'ai dit, alors, va prendre une bonne marche, là, OK? OK? Mm-hmm. Et en allant marcher, en allant en riant, c'est ça, mais il faut rester, qu'on appelle nous, non pas à l'horizontale, mais à la verticale. Parce que si on se met à l'horizontale, ça, c'est le reflux gastrique. Et là, maintenant, beaucoup de gens vont faire ça, ils vont aller regarder la télévision. Là, ils sont Oui, en phase allongée, puis c'est le c'est reflux ça. gastrique. Et surtout, ils ont un bedaine qui bloque l'estomac. Et là, maintenant, ça reste dans l'estomac, ça ne peut pas descendre. Donc, j'ai dit, allez en phase verticale, allez marcher un peu et se promener. Et là, maintenant, on revient et vers 10 heures, on va voir que bon, ça a laissé l'estomac. Puis maintenant, parce que c'est seulement la partie élimination va commencer à 4 heures du matin. On va commencer à produire de l'acide urique, etc., tous les déchets. Et donc, vraiment, c'est les 3 cycles métaboliques qui actuellement, et de midi à 8 heures, 8 heures à 4 heures, 4 heures à midi, qui sont avec nous les cycles biologiques qu'on a étudiés en chronologie et qu'on a utilisé également pour la prise de médicaments, pour l'hypertension. Bon, actuellement, par contre, lorsqu'on est sur l'hémisphère nord, à l'opposé, l'hémisphère sud, on est au Brésil, on est en Australie, il y a inversion des cycles. Okay? C'est Très intéressant. Maintenant, si il y a quelque chose que tu as développé, le jeûne et la perte de poids. Oui. Moi, dans mon expérience personnelle, donc je fais de petits cycles de jeûne de 3 jours et chaque fois, je perds un peu de poids. Bon, est-ce que la sodium perte de poids, c'est quoi que tu perds comme composante? Okay? Généralement, c'est la composante hydrique qu'on va perdre. Okay? Mm-hmm. Et donc, il faudra, lorsqu'on fait ce genre de là, il faudra faire un bilan corporel pour voir qu'est-ce qu'on perd. Okay? Bon, okay? Mm-hmm. Moi, je l'ai fait également, puis je perds, c'est de l'eau que je perds. Okay? Et mon taux de taille n'a pas changé, le taux de graisse n'a pas changé, c'est vraiment. Et comme on sait généralement, les gens, on n'a pas beaucoup de graisse brune. Les graisses brunes, ce sont les graisses qu'on appelle métabolisables plus facilement.
les gens n'en ont pas beaucoup. Les gens ont plus de graisses blanches, des graisses qu'on appelle, nous, qui vont stocker. Pourquoi? Parce que ce sont des graisses qui viennent d'aliments rapides, de sucre rapide, et que le corps ne veut pas rester dans la circulation. Le corps va les transformer rapidement en graisse et ils vont les stocker sur les organes, dans toutes les graisses viscérales souvent. Donc, lorsqu'on fait 3 jours à manger, lorsque le corps va faire la néoglycogénèse, il va beaucoup plus prendre les graisses circulantes et les quelques graisses brunes, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Okay? Donc, personnellement, dit que, et par contre, j'ai dit toujours, c'est moi j'ai suivi beaucoup de personnes obèses, okay? Et qui sont des obèses morbides, et lorsqu'on choisit une stratégie alimentaire pour les faire maigrir, okay, le jeûne n'est pas l'outil parce qu'ils se découragent vite, okay, et ils peuvent, parce que souvent, il y a des gens qui souffrent un peu de boulimie, ou bien qui ont d'autres problèmes psychologiques directement. Donc, je préfère y aller vers une restriction calorique pour que, comme on sait, le corps a gardé en mémoire, on appelle ça le poids de référence. Le poids de référence, c'est le poids qu'on a eu pendant le temps le plus long de notre vie. Admettons qu'entre tel et tel groupe d'âge, on pesait, c'est pas 50 livres ou 50 kilos, le corps garde ce poids-là comme poids de référence. Et même si on grossit, le corps voudrait vous ramener à votre poids de référence. Et admettons que votre poids de référence a été, c'est pas 200 livres, parce que c'est le temps que vous restez gros pendant tout ce temps-là, le plus longtemps. Le corps, lui, lorsque vous le mettez à 150 livres, il dit wow, 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 là, c'est pas mon poids de référence là. Mon poids de référence, c'est 200 livres, OK? Et c'est pour ça qu'il va vous ramener vers le. Donc, c'est une démarche à long terme, OK? Et c'est là qu'il dit, alors, il faut mettre la personne sur un régime équilibré à long terme. C'est un peu le même principe pour l'exercice. On appelle ça le maintien. Et c'est pas, on voit quelqu'un dans un gym pendant 8 semaines, il va y aller, OK? Il va dire, oh, je suis en forme. Maintenant, le faire rester, là, il dit qu'il va rester à vie dans le gym, il dit, wow, wow, là, mon gars. Okay? Et c'est là que moi, j'ai mal en face sur le maintien. Quel régime qu'on peut maintenir à long terme, parce que ces gens-là ont un poids de référence que le corps, ils vont se battre toute leur vie contre un poids de référence. Okay? Et c'est là que s'ils veulent garder leur nouvel poids, il faut qu'ils gardent ce régime restrictif-là, qui est calculé selon non pas leur poids de référence, mais le poids qu'on veut les amener à atteindre. Okay? Donc, c'est un combat de longue haleine, comme on dit. Okay? C'est pour ça que j'ai dit, je préfère avoir des personnes très jeunes, okay, dont le poids de référence était plus bas. Okay? Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont devenus sédentaires à cause de la COVID et qui ont pris du poids. Okay? J'ai dit aux parents, dépêchez-vous d'intervenir maintenant parce qu'il ne faut pas que ce poids qu'ils ont gagné devienne leur poids de référence. Okay? C'est un poids, leur vrai poids de référence, c'est le poids qu'ils avaient avant la COVID. Donc, amenez-les au poids avant la COVID. Et là, le corps est prêt à les amener au poids avant la COVID parce que c'était son poids de référence. Okay? Mais si tranquillement, il passe 1 an, 2 ans, actuellement, on est rendu à presque 2 ans et demi, 3 ans de confinement. Oui. Donc, il y a des gens, moi, j'ai eu des jeunes qui ont augmenté de 10 à 20% de leur poids corporel. Okay? Et Wow. s'ils gagnent ce poids-là, ça va être catastrophique. Très bien. Quelle a été ton expérience, ou bien si tu l'as eu, adopter ce type de régime restrictif et avec des périodes, je dirais, d'intensification du jeûne? Par exemple, des gens qui gardent un régime restrictif pendant pratiquement 1 mois et puis ils font une période de jeûne de 3 à 5 jours. Et as-tu eu une expérience pareille dans ta pratique? Oui, moi, comme je disais, on parle de régime restrictif avec sans jeûne et établir d'autres outils pour les personnes en bonne santé. Toute personne qui a un problème de métabolique, donc qui a un syndrome métabolique, hypertension et taux de glycémie élevé, et là, j'alterne effectivement le jeûne intermittent avec un régime restrictif. Okay? Et parce que je veux les stabiliser rapidement, parce que l'élément qui va les garder, qui va les motiver, c'est ce qui va que leur glycémie est sous contrôle. Et là, ils sont contents, ils pètent le feu. Yeah! OK, bon, là, je dis que, attention, les gens confondent être soigné puis être guéri. Okay? Il dit actuellement, on est en train de vous soigner. Okay? La guérison vous appartient. Cette guérison-là,
les gens vont faire leur pH urinaire, vont vérifier le rôle de l'urine, ils vont faire leur taux, voir s'ils sont en cétone. Donc, c'est là que je dis aux gens, je vais vous soigner pendant 1 an, 2 ans. Et une fois que vous êtes stabilisé, okay, maintenant, je vous passe le relais pour pouvoir vous guérir vraiment. Parce que actuellement, vous êtes en rémission. Okay? Et c'est là que c'est le cas pour tout problème de santé, un problème de diabète, un problème de cancer, etc. Moi, j'ai eu pendant les presque 40 années de pratique, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus en rémission, qui m'envoyaient des lettres. Et merci, il dit, mais non, j'ai dit, je vous ai soigné temporairement. Et les gens qui n'ont pas eu de rechute, que ce soit pour leur cancer, que ce soit pour leur diabète, que ce soit pour leur obésité, c'est des gens qui se sont pris en main. Okay? Et c'est ça qui m'a motivé, comme je vous disais, comme je dis souvent, à créer le réseau CESPA. J'ai dit parce qu'il faut que la personne sache qu'il y a une différence entre la santé intégrative, où c'est la personne qui veut le partenaire de sa santé, et une médecine intégrative où maintenant on met tous les outils à sa disposition pour l'aider, pour le soigner. Okay? Et moi, je suis pour cette approche de composante-là. Donc, je dis qu'il ne faut pas miser seulement sur une démarche, il faut aller, comme je disais tantôt, sur les trois philosophies allopathique, homéopathique et analogique pour pouvoir aider quelqu'un. Mais une fois qu'on a soigné quelqu'un avec ces trois approches-là d'une façon complémentaire, là maintenant, la balle est dans le camp de la personne. Si je comprends bien, dans ta pratique, tu mets l'accent sur un suivi au long cours et sur l'éducation de manière à ce que le patient prenne le volant de sa santé à un certain moment. Puis, je vais faire pas le commettre également. Bon, il y a des gens qui mettent la barre très haute, mais bon, j'ai beaucoup évolué dans le monde de l'activité physique et chacun va atteindre ce qu'on appelle nous un niveau. Donc, il y a différents niveaux de la condition physique. Donc, quelqu'un est rendu au niveau 3, je vais vous dire, est-ce que tu te sens à l'aise là-dedans? Okay? Maintenant, il faut le maintenir. Okay? Bon. Maintenir, maintenant, c'est là qu'on fait un programme de maintien. Maintenant, j'ai dit à la personne, vous pouvez optimiser votre niveau. Vous pouvez aller au niveau 3. Okay? Donc, c'est même pas la même chose pour la santé. Quelqu'un peut dire que je me sens relativement bien, ma glycémie est sous contrôle, mais il dit que oui, mais par contre, il dit qu'il y a d'autres facteurs, d'autres marqueurs qui sont un petit peu débalancés. Et ça veut dire la santé, c'est comme quelqu'un qui. Il y a des gens, sans faire une analogie avec ce qu'on appelle nous la richesse, on peut augmenter notre capital de façon indéterminée. Okay? C'est à nous, notre plafond, c'est à nous de le fixer notre plafond. Je dis aux gens, votre santé vous appartient, le niveau, c'est à vous de le fixer. Allez-y palier par palier, en fonction de votre, sans vous en faire qu'on appelle nous de donner qu'on appelle nous une aspiration qui est inaccessible à court terme. Okay? Et c'est là qu'on y va de façon progressive, mais l'accompagnement appartient à la personne. Je suis là comme guide, mais c'est la personne qui détermine son niveau qu'on appelle nous, qui veut atteindre. Okay? Mais par contre, il faut lui faire le tableau. Okay? Et c'est là qu'il y a des gens qui disent, bon, moi, c'est comme des étudiants. Moi, j'ai un B+, ça me suffit. J'ai besoin de A+. Okay? Mais là, j'ai dit aux gens, vous savez qu'un santé à B+, puis une santé à A+, ce n'est pas la même santé. Hein, okay? Une santé à A+, bon, je me prends comme exemple parce que je n'aime pas aller sur d'autres personnes. Lorsque je fais attention, je fais l'exercice, je mange bien, je dors bien, je fais tout. Okay? Vraiment, je dis comme je pète le feu là. Okay? Je me lève à 5, une fois que le soleil se lève, boum, mon horloge biologique part. Je suis prêt à partir là, à sortir. Là. Mais lorsque, comme actuellement durant l'hiver, mon horloge a baissé un petit peu là. Okay? Il est 7 h du matin, 8 h, je traîne la patte. Ma santé n'est pas optimale durant l'hiver. Okay? Donc, je dis aux gens, vous deviez être conscient que vous ne pouviez pas avoir une santé optimale en faisant des actions minimales. Enfin, c'est une excellente façon de motiver les gens à prendre soin de leur santé. Maintenant, même si tu n'as pas abordé ce thème-là ce soir, tu as parlé de avant, pendant et après. J'aimerais que tu donnes un petit peu d'informations sur qu'est-ce qu'on fait avant d'entrer dans une période de jeûne.
et qu'est-ce qu'on fait pendant, qu'est-ce qu'on fait après. C'est pour ça que j'ai dit que cette conférence-là, on a parlé seulement, bon, on a présenté les fondements du jeûne. Mm-hmm. Et là, c'est fondamental les 4 étapes avant, pendant, après. Par exemple, avant, n'importe qui ne peut pas jeûner. Okay? Et si, disons, quelqu'un est fatigué, donc il y a qu'on appelle nous un bilan de santé à faire avant de dire que la personne va jeûner. Okay? C'est dans la lumière de ce que nous appelons son bilan vital, de sa vitalité de base, en étant déterminé quel outil qu'on peut utiliser. Est-ce que c'est un régime restrictif simple et très peu restrictif? Est-ce que ça va être un régime séquentiel? Et donc, on va y aller en fonction on peut dire que notre baromètre, c'est la personne, c'est sa vitalité de base. Okay? Et également son tableau clinique, de quoi que cette personne-là souffre. Et maintenant, une fois qu'on a fait cette étape-là, et qu'on a des données sûres, parce que n'oubliez pas que si c'est nous qui accompagnons, on est imputable à cette personne-là. C'est quelqu'un qui repose sa santé en nos mains. Et là, maintenant, on fait son bilan, maintenant, on dit que bon. Et c'est là qu'on est là de façon progressive. Moi, généralement, comme j'ai dit en fin de diapo, si la personne n'a jamais jeûné dans sa vie, il y a des gens qui n'ont jamais sauté un repas dans leur vie. Okay? Juste on leur dit de sauter un repas, c'est un problème. Donc, on peut dire à la personne, OK, est-ce qu'on peut sauter le déjeuner? Okay? C'est déjà pas le déjeuner. Oh, non, vous pouvez prendre un dîner. Okay. Bon. Déjà, donc, moi, j'y vais d'une façon progressive avec la personne. Donc, moi, j'y vais, éléments restrictifs. Ensuite, on commence à y aller vers une approche séquentielle de 4 heures avant d'aller vers 4 heures, 8 heures, 16 heures. Okay? Donc, et le 16 heures, c'est le maximum qu'on va y aller au niveau séquentiel, après 24 heures. Donc, 4, 8, 16, 24 heures sans avoir mangé. Okay? Et une fois que la personne tranquillement, et lorsqu'on le fait, il faut le faire avec monitoring. Donc, vérifier comment est-ce que les reins fonctionnent. Est-ce que la personne, son rot urinaire ne monte pas? Voir si un taux de sédimentation, si le corps cétonique est élevé. Puis l'autre test actuellement qu'on ne peut pas faire facilement, mais on peut le faire avec le rythme cardiaque, c'est le quotient respiratoire. Donc, le quotient respiratoire nous donne sur quel carburant que la personne fonctionne. On sait que si maintenant on est sur nos graisses, on va avoir un quotient respiratoire qu'on appelle nous, le taux d'oxygène va augmenter. Okay? Il y a un niveau d'oxygénation, okay? Mais qui va être en corrélation avec un rythme cardiaque, qui est comme le rythme aérobique. Okay? Lorsqu'on est sur nos sucres, on va voir qu'on est à un rythme plus bas. Okay? On n'est pas dans la phase aérobique parce que la glycolyse se fait en partie aérobique puis en partie anaérobique. Okay? Donc, il y a un rythme cardiaque. Et enfin, lorsqu'on est un rythme cardiaque très bas, là, on est vraiment en ATP-PC, seulement glycémie circulant. Et là, maintenant, on ne boule bien. Et actuellement, lorsqu'on dépasse le rythme cardiaque maximal, là, on tombe, et c'est là que c'est grave, maintenant, c'est là qu'on tombe dans nos réserves de protéines. Okay? Et c'est là qu'il y a beaucoup de marathoniens qui ont fait des super marathons, qui ont épuisé dans leurs muscles, les gros muscles, les muscles profonds qu'on appelle. Et donc, les fibres musculaires, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas assez de repos pour les réparer. Donc c'est tout ça qu'on fait avant le jeûne. Donc, on fait le bilan et on y va de façon progressive et pendant le jeûne. Et pendant le jeûne, c'est un monitoring constant. Et le plus que la personne peut la faire elle-même avec les bâtonnets pour voir les corps cétoniques, voir son taux de sucre, voir son pH et surtout la densité urinaire. La densité urinaire, c'est très... Donc, les bâtonnets donnent tout ça. Okay? Donc, on n'a pas besoin de gros appareils. La personne qui a son bâtonnet réactif va avoir la densité urinaire, va avoir les corps cétoniques, va avoir le sucre, la glycémie, va avoir la sédimentation. Donc, il a un bon portrait de son métabolisme. Okay? Parce que l'urine est le reflet de notre métabolisme. Okay? Et contrairement le sang, c'est nos réserves. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir nos réserves à chaque jour. Okay? Si quelqu'un peut acheter un appareil de glycémie, c'est très bon, et ça ne coûte pas tellement cher. Puis actuellement, il y a beaucoup de pharmacies actuellement qui voulaient, à partir de 60 ans, ils vous offrent gracieusement, sans frais. Okay? Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans l'appareil qu'ils font de leur argent, c'est dans les bâtonnets. C'est une excellente idée. Donc, ils vous attendent dans les bâtonnets. Donc, ils vous invitent. OK. Ça, c'est une excellente idée. OK. Mais ça, c'est tout ce qu'on fait avant. Et là, tu as mentionné le rot urinaire.
ça relève de la bioélectronique pour les gens qui... Oui. Et maintenant, pendant... Quand je vous dis, on y va d'une façon progressive et c'est là que je mets beaucoup d'emphase sur l'entourologie. L'entourage, en d'autres mots, il ne faut pas que l'entourage est un entourage que les gens mangent en même temps que vous jeûnez, que vous ne mangez pas, en même temps que le matin, vous ne mangez pas, mais votre blonde et se fait un bon repas, omelette et croissant avec des odeurs qui vous cassent le nez comme tel. Là, dit que vous n'allez pas résister longtemps, après 2 jours, vous allez commencer à aller. Donc, il faut que vous c'est là que les centres de jeûne, il y a une initiation au jeûne, idéalement se fait dans un centre de jeûne. Okay? Moi, j'invite les gens, moi, c'est comme si j'ai toujours eu peur de jeûner. C'est lorsque j'étais juste en France faire un jeûne c'était 14 jours. Et donc, à l'époque, après les 14 jours, il fallait voir. On se battait pour pouvoir prendre une tranche de chou après, là. Moi, mon maximum a été 5 jours. Je n'ai pas été jusqu'à 7, 14, pas du tout. Mais maintenant, comment sortir du jeûne? C'est ça. Donc, le sortir du jeûne va être, on appelle nous, on fait l'inverse. Donc, c'est une rééducation. Okay? Parce que toujours penser dans la tête que vous êtes en train de refaire vos 3 systèmes énergétiques. On se rappelle qu'on a 3, on a la TPPC, on a la glycolyse, on a la glucose, la glycogène, puis les acides gras, c'est les protéines. Donc, c'est vraiment... Donc, le corps va faire ce qu'on appelle la néoglycogénèse, il va refaire ses réserves. Okay? On peut dire que c'est le même principe, exactement le même principe qu'après une activité sportive, après une compétition. Les mêmes recommandations que je fais à un athlète qui sort d'une compétition, c'est les mêmes choses que je fais à quelqu'un qui sort d'un jeûne. Parce qu'un jeûne, c'est comme si on sort d'une compétition. Okay. Parce que le corps a vécu un stress, il utilise seulement ses réserves pour faire passer à travers. Maintenant, il faut combler ces réserves-là. Première réserve qu'il faut combler, c'est la réserve qu'on appelle nous un oxygène. Okay? Donc, il faut ventiler la personne. Il faut que la personne respire, et c'est là que les méthodes respiratoires, on va le montrer. Ensuite, maintenant, on va dans la réserve de glucose. Okay? Et on prend maintenant, c'est là que dans les différents types de glucose, on va les glucose qu'on appelle nous rapides, et on les prend sous forme de fructose en particulier, miel, les choses comme ça. Okay? Et après ça, on va dans les glucoses complexes, parce que les autres vont plus de temps à être digérés, et c'est les autres qui vont remplacer au niveau hépatique qu'on appelle nous. Et après ça, maintenant, et toujours dans une forme d'association. Okay? Et c'est là qu'on ne peut pas faire, il ne faut pas aller dans un régime dissocié, ou au moins seulement des glucides. Il faut toujours qu'il y ait un catalyseur, qu'on appelle nous, protéinique, en mineur, parce que s'il n'y a pas de protéines, le glucagon ne va pas permettre de réguler l'insuline. Okay? Donc, il faut jamais qu'un repas soit un repas pur, sucre, pur, protéines, pur. Dans la nature, ça n'existe pas. Tous les aliments ont un élément complémentaire. Okay? Donc, il faut toujours que le repas respecte cette notion de majeur-mineur. Okay? Donc, c'est là que la diète va être progressive jusqu'à ce qu'on arrive, qu'on appelle nous, à une quantité que le corps, donc la ration alimentaire, une ration qui va être progressivement remontée. J'appelle ça la courbe inverse. Parce que donc c'est comme 2 courbes. Avant, c'était comme ça, on diminuait, donc on mange moins, on mange moins, on mange plus, on mange plus, puis on jeûne. Maintenant, lorsqu'on revient, c'est qu'on mange plus, on mange plus, on mange plus, jusqu'à ce qu'on atteigne notre bilan. Donc, c'est vraiment ces 2 courbes inversées. Donc, si on fait 2 courbes inversées, c'est comme une vase. Avant, c'est comme ça. Puis après, on remonte la courbe. OK? Avec la charge alimentaire, la quantité d'aliments, etc. Jusqu'à ce qu'on revient sur notre plateau de base. Maintenant, c'est là que si c'est quelqu'un qui est malade et que c'est là qu'il avait dit qu'il faut maintenant que le plateau qu'on va instaurer, c'est un plateau qui va être un plateau restrictif et acceptable, okay, pour la personne. Et après ça, jusqu'à ce qu'on peut l'amener pendant... Moi, j'ai dit qu'on peut le faire au mois. Alors que moi, mettons, on refait la courbe de 3 jours. Idéalement, c'est 3... Moi, je préfère le régime séquentiel pendant... On fait un mois et séquentiel restrictif, un mois restrictif, et on fait comme ça pendant... Bon. Jusqu'à ce qu'après ça, la pathologie est sous contrôle et maintenant, la personne maintenant décide de faire un régime personnalisé et équilibré de longue durée et qui doit être, comme je dis, à tendance restrictive et à tendance cétogène. Et je mettais un bémol pour le cétogène, a dit qu'il ne faut pas que ce soit les cétogènes qu'on appelle nous stricts. Dans d'autres mots, il faut que le cétogène je ne suis pas pour seulement 50 grammes de glucides. On peut augmenter davantage, surtout lorsqu'on vieillit. Mais pour, dépendant de l'âge, c'est là qu'on va jouer.
Parce qu'actuellement, les fondements qui sont actuellement sur la table, on sait que le cerveau, pour pouvoir se régénérer, ça prend des corps cétoniques. Donc, Oui. il faut arriver à garder ce qu'on appelle nous un métabolisme d'acétone d'une façon presque permanente, surtout lorsqu'on vit. Et c'est pour ça que les personnes âgées ne mangent pas beaucoup. Okay? Si on respectait les personnes âgées, on ne les amplifierait pas obligatoirement. Mange, mange. Par instinct, ils mangent moins. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber en cétone. Okay? Ce qui va alimenter leur cerveau et va permettre de régénérer. Mais malheureusement, ils sont en restriction, mais en restriction calorique mal en termes de qualité, de mauvaise qualité. Okay? C'est ça. Tandis que si on les mettait en restriction avec des bons nutriments, des bons antioxydants, mais en quantité modérée, ce serait l'idéal. Okay? Donc, c'est un peu ça qu'on fait dans les centres qu'on appelle nous anti-âge. On va voir qu'ils sont dans un régime restrictif, mais avec des aliments de qualité, bien complémentés, tendance cétogène. Et c'est là que le monitoring doit être important, et que l'encadrement, quelqu'un doit être accompagné pendant un certain temps. Okay? Et avec un praticien qui peut l'écouter, avec des... Et c'est là que la méthode comme, bon, sans être pro Weight Watcher, moi je suis beaucoup plus club santé, je pense qu'il doit y avoir des réunions de groupe au moins une fois par 15 jours, ici, parce que, ou bien actuellement avec Internet, on peut faire des webinaires de groupe, donc on peut faire des petites cellules qui se partagent, et actuellement tout le monde a son groupe WhatsApp. Tout à fait. Donc, quelqu'un fait son petit groupe WhatsApp pour maigrir ou bien pour faire. Et là, maintenant, dans le groupe, il va y avoir quelqu'un qui est plus connaissant et qui, maintenant, peut être le mentor. Okay? Et s'il a des problèmes, des questions, maintenant, il peut se référer à quelqu'un d'autre. Et parce que c'est un processus, c'est nouveau pour beaucoup et ça demande du soutien social. Bon, c'est une bonne question. C'est-à-dire que je participais avant hier à un genre de rencontre à l'université. Parce que, bon, juste pour, bon, bref, on en parlera au niveau de l'administration de CESPA. Et on dit on parle beaucoup de société civile, surtout en Haïti, partout société civile. Okay? Et dans la conférence, on voulait faire valoir que pour qu'une société civile fonctionne, il faut que la société soit organisée. Okay? Lorsqu'on dit société organisée, c'est qu'on a fait une enquête sur 1000 personnes. Puis on a demandé aux gens, est-ce que vous appartenez à un groupe? Puis il y a des gens qui appartiennent par exemple au Lyon, au Rotary Club, et un club de gym. Okay, bon, okay. On dit qu'il faut que quelqu'un, il faut qu'on adhère à un groupe, ou bien un syndicat, ou bien si on n'est pas chapeauté par un groupe, on n'est pas une société civile. Okay? Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire bouger l'État, ce n'est pas un individu qui va faire bouger l'État. Ça va être des groupes. Okay? Admettons que les chevaux, ce n'est pas un syndicat ou bien parce qu'ils sont nombreux. Mais il devait y avoir des groupes comme ça, des clubs santé, des CI. Bon, avant, il y avait des scouts, il y avait des CI. Bon. En d'autres mots, parce que c'est plus facile de faire passer le message au sein de ces groupes-là qu'auprès des individus. Okay? Et tout à fait. Actuellement, c'est pour ça que nous, parce que je voulais juste dire que les gens voulaient savoir est-ce que le club santé fonctionnait. Puis ils disaient que actuellement, les gens commencent à devenir très individuels. Parce qu'ils pensent que l'Internet est leur collectivité. Okay? Ils ont des amis Facebook, mais ce ne sont pas des amis. Il faut vraiment, on peut faire un groupe WhatsApp, là, ça devient un groupe, mais il faut mettre des règlements, des principes, et là, maintenant, on devient un groupe organisé. Okay? Et donc, moi, je militerais pour que dans notre société, toutes les sociétés se fédèrent en des groupes pour pouvoir partager les messages et ensuite se fédérer entre eux autres pour vraiment faire une véritable société civile qui fait un contrepoids à beaucoup de choses. Mais pour le moment, c'est des groupuscules qui souvent sont manipulés. Excellent. Donc, je pense que nous avons fait un bon... On est rendu à notre... Donc, je te laisse un mot. D'abord, j'aimerais remercier PHI de nous avoir commandité pour cette conférence-là. Et on essaie d'avoir des partenaires pour échanger nos idées. Moi, je suis anti-dogme. Okay? Lorsque les gens m'ont dit, est-ce que tu crois au jeûne? J'ai dit, non, 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 parlez pas de croyance. Okay? En d'autres mots, le jeûne n'est pas dogmatique. Il y a des gens, par exemple,
religions qui vont faire du jeûne un genre de dogme. Okay? Mais nous, en matière de santé, le jeûne, pour nous, c'est une pratique évolutive et on va l'évaluer à la lumière des résultats, des actions qu'on peut mener avec. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on a des résultats, on va l'intégrer dans notre pratique. Okay? Et donc, toutes les interventions qu'on fait, on essaie de les évaluer, non pas seulement au niveau de la science avec des données probantes, mais également avec des données factuelles, des faits. Comme pour le jeûne, on sait que le jeûne, ça fait des millénaires que le jeûne existe. Et c'est seulement très récemment qu'il y a des données probantes. Donc, moi, je dis que si je mets sur un tableau, sur une balance, les données probantes, c'est les données factuelles. Les données factuelles sont plus importantes sur le jeûne que les données probantes. OK? Et donc, je vais dire aux gens que lorsque je prends une décision pour vous accompagner, je le fais dans cet équilibre-là. Mais si j'ai aucune donnée, qu'elle soit factuelle ou probante, pour vous dire on y va dans cette direction-là, je ne fonctionne pas. Okay? Par exemple, au niveau de l'Alzheimer, actuellement, j'ai beaucoup de gens qui ont passé le test génétique et qui ont une certaine prédisposition et actuellement qui paniquent. Okay, bon. Et là, maintenant, il veut faire une action préventive. Il va dire est-ce que le jeûne est un facteur, le jeûne est à mi-temps. Il dit actuellement, voici, on a rendu les données. Okay? Dans le passé, dans les millénaires passés, il n'y avait pas beaucoup de maladies d'Alzheimer. Okay? Les gens ne vivaient pas assez vieux. Okay? Okay? Donc, on n'a pas de littérature qui ont dit qu'en Chine ancienne, les gens qui jeûnaient, ou bien aux Indes, c'est maintenant qu'on commence à voir ces choses-là. Donc, je vais dire aux gens, voici les données qui sont sur place. Vu que ce n'est pas nuisible, on va y aller, on va l'ajouter, c'est un outil. Et mais ce n'est pas qu'on appelle nous, je ne peux pas vous garantir que ça va vous prévenir de cette maladie-là. Ah, tout à fait. Et c'est un outil qu'on utilise avec d'autres outils. Et à PHI, nous utilisons le jeûne pour maintenir la santé pour certaines maladies, particulièrement le diabète, le cancer, etc. Donc, c'est un outil. Mais est-ce que tu pourrais, un peu de mots, dire à ceux qui vont nous écouter et quel service actuellement, admettons qu'ils voudraient expérimenter le jeûne? Est-ce qu'il y a c'est pas un genre d'atelier ou bien un genre de... Bon, bref, est-ce qu'il y a un service actuellement qui est offert ou bien qui va être offert à PHI pour pouvoir accompagner les gens qui veulent expérimenter cette approche? Jusqu'à présent, on n'a pas offert ce genre de service à des gens qui le sollicitent et qui veulent faire l'expérience du jeûne. C'est comme on recommande le jeûne à certains patients qui ont des conditions spécifiques. Et là, c'est particulièrement le cancer, et pas le cancer terminal, mais et là, comme tu as parlé de patients qui sont dénutris, non, c'est pas ces gens-là qui peuvent supporter un jeûne, mais il y a des gens qui ont un cancer à un certain stade, donc ils font l'expérience du jeûne avec nous. Les gens qui ont un syndrome métabolique, le diabète, oui. Mais on n'a pas encore été à faire la promotion du jeûne comme on pouvait avoir un petit club. On n'a que 3 lits dans notre centre d'hébergement pour le moment qui peuvent accueillir des gens. Donc, c'est une idée. On peut accueillir des gens par groupe de 3 pour le moment. Et dans le futur, Mais généralement, c'est que nous, la façon, dans le passé, on avait fait en France, en PIT, c'était un hôtel qui, il y avait un mois de l'année qui était un mois un peu creux pour autres, puis mettait toutes les chambres à la disposition des gens. Et on avait fait une note. Et bon, là-bas, l'animateur, jusqu'à présent, c'est lui qui a écrit le dernier bouquin et sur le jeûne, un très bon bouquin. Et, et c'est lui actuellement, et d'une façon ponctuelle, avec il réserve l'hôtel, qui peut, bon, il peut aller jusqu'à 50 chambres s'il veut, 100 chambres. Puis actuellement, et donc je pense que ça pourrait être une façon d'aborder l'initiation. Donc, on fait une fin de semaine de jeûne. Les gens rentrent, c'est pas le vendredi. Et là, il y a comme l'aspect littérature, etc. comme tel. Puis samedi, à partir de samedi, dimanche, le jeûne débute. Mais on peut les faire un avant. Donc, on les prépare avant. Puis bon. Donc, on compte faire peut-être, s'il y a une demande, on fera une deuxième conférence à un autre moment sur comment
pratiquer le jeûne avant, pendant, après, si vraiment il y a une demande à ce niveau-là. Donc, merci encore. Donc, je cède Ça a été un plaisir. l'antenne à la prochaine. À la prochaine, à bientôt.